présenté par Anaïs Bouton. Bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour madame. Vous êtes numéro 2 du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, député de la Somme. Vous êtes une des figures montantes du parti. Vous avez l'oreille de la patronne Marine Le Pen. Bâtir l'Europe du 21e siècle, c'est le programme de Jordan Bardella pour les élections européennes qui arrivent dans 14 jours. Vous nous expliquerez comment c'est possible sans beaucoup d'alliés et sans vraiment l'aimer, cette Europe. Et puis on parlera aussi de sujets plus nationaux au cœur des préoccupations des Français, avec la question notamment de l'indemnisation des chômeurs. Et puis on reviendra bien sûr sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Bienvenue dans votre grand jury, Jean-Philippe Tanguy. Alors à mes côtés, pour vous interroger, Jim Jarassé du Figaro. Bonjour. Et puis Pauline Buisson. Bonjour. De M6 merveilleux. Jim Jarassé, vous avez la balle. Une première question sur l'entretien accordé par Emmanuel Macron aux Parisiens ce matin. Il réaffirme sa volonté de débattre avec Marine Le Pen avant les européennes. Marine Le Pen a répondu en disant qu'elle souhaite que le chef de l'État mette d'abord sur la table sa démission ou la dissolution de l'Assemblée en cas d'échec de la liste Renaissance aux européennes. Franchement, est-ce que ce débat, il a des chances de voir le jour avant les européennes? En tout cas, le président a l'air très insistant, il a l'air d'en avoir vraiment envie. Mais écoutez, il n'est pas très insistant puisqu'il n'est pas dans la logique de la Ve République. Moi, ce qui m'étonne, c'est que personne ne vienne dans les commentateurs ou les spécialistes qui pullulent toujours sur les sujets qui mettent en cause le Rassemblement national, sur la responsabilité de M. Macron. Il est le gardien de la Constitution et de la Ve République. Depuis le général de Gaulle, si le président veut sortir de son rôle d'arbitre au-dessus des partis, alors il doit mettre dans la balance sa démission, sa dissolution, et même de Gaulle avait mis une fois les deux ensemble. Donc ce n'est pas, excusez-moi, à M. Macron de réécrire les institutions qu'avait pensé le général de Gaulle. Je sais que M. Macron essaie désespérément de se mettre au niveau du général de Gaulle, mais M. Macron restera et a été un nain dans l'histoire par rapport au général de Gaulle. Donc qu'il essaie de se mettre à sa portée, au moins en démissionnant s'il devait échouer dans cette campagne. Parce que même s'il ne débat pas avec Marine Le Pen, il s'est tellement investi dans cette campagne. Il a tellement menti aux Français pour essayer de sauver sa candidate Valérie Ayé contre le succès dans les sondages, et il faut que les Français le transforment par leur vote assez européenne, qu'il devrait en tirer les conséquences. Et quand je vois que le Premier ministre, M. Attal, ce matin, dit que des élections de cette importance, dans lequel lui-même s'est investi dans un débat, n'auraient pas de conséquences nationales, c'est complètement surréaliste. Mais ça confirme bien que la Macronie est l'irresponsabilité faite homme ou femme. Donc ce sont des gens qui ne sont jamais responsables. Que ce débat n'aura pas lieu, c'est ce que vous dites. Vous actez finalement que ce débat n'aura pas lieu. Ah ben, ce n'est pas à moi de l'acter, c'est M. Macron qui, en refusant les conséquences, l'acte en faisant le fier, en faisant croire que c'est lui qui est courageux. Moi, j'ai tendance à croire que M. Macron n'a jamais été courageux. M. Macron a bénéficié des failles du système pour se faufiler, mais n'a jamais pris aucun risque, ni pour sa vie personnelle, ni pour sa carrière politique. Il se protège derrière les institutions. Et ce qui me fait peur pour la suite, c'est que les institutions de la Ve République vont être épuisées par la Macronie, et en particulier par Emmanuel Macron, qui les aura utilisées en permanence comme un bouclier pour se protéger de ses responsabilités envers les Français. Pourtant, votre candidat Jordan Bardella a bien accepté de débattre cette semaine face au Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce qu'il y a une forme de duel qui est installée, qu'on impose aux Français entre le Rassemblement national et la liste Renaissance de Valérie Ayé? En tout cas, c'est ce que disent les opposants. Par exemple, François-Xavier Bellamy cette semaine, qu'on a entendu après le débat qui était évoqué. Oui, mais M. Bellamy, c'est un peu l'amnésique du système, si vous voulez. Il oublie que s'il se retrouve dans cette situation, c'est que le parti qu'il essaie encore de défendre est responsable de l'effondrement et de la ruine de la France, et que les Français n'ont plus voulu confier aucune responsabilité aux Républicains. Mais Bellamy, je réponds à la question qui a été posée. Oui, bien sûr, mais simplement pour préciser que François-Xavier Bellamy regrettait que ce ne soit pas Mme Ayé qui est tête de liste, qui est, par exemple, débattue avec M. Bardella. Alors vous êtes très aimable avec M. Bellamy. Je crois surtout qu'il était vexé que sa personne ne soit pas conviée à ce débat. Mais la raison est simple, ce n'est pas les médias qui ont imposé ce débat. C'est les Français qui ont choisi, depuis maintenant 7 ans, d'opposer deux conceptions de la France et de l'Europe. La conception de M. Macron, fondée sur
l'opposition de tous contre tous, la mondialisation malheureuse, une Europe fédérale, même s'il cache ce projet aux Français, et le projet de Marine Le Pen, défendu ici par Jordan Bardella, d'une Europe des nations et d'une défense de la nation, du rassemblement des Français. C'est cette grande opposition idéologique que les Français ont choisi de mettre dans le débat politique. C'est aujourd'hui l'opposition du Rassemblement national qui mène le combat idéologique contre la Macronie et personne d'autre. Donc c'est logique que ce débat ait eu lieu et prétendre que c'est une confiscation de la démocratie. Ça prouve que M. Bellamy n'a pas compris grand-chose. Mais une fois plus, moi, ce qui me choque dans l'attitude de M. Bellamy, au-delà de sa vexation personnelle qui n'a pas lieu d'être dans un débat démocratique. Non, mais c'est que on a l'impression que lui qui prétend s'enraciner dans l'histoire, s'enraciner dans la civilisation française, fait table rase du bilan de son parti, aussi bien en France qu'à l'Union européenne. Il a soutenu, enfin son parti, la force politique du Parti populaire européen, est à la tête de la Commission européenne, pas seulement avec Mme von der Leyen, depuis 30 ans. La Commission von der Leyen, Commission Barroso, Commission Juncker, c'est les Républicains, l'UMP avant eux, qui ont soutenu cette Union européenne que M. Bellamy condamne aujourd'hui. Donc pour quelqu'un qui va en permanence s'enraciner dans l'histoire de France, il se comporte un peu, il faut bien le dire, comme un arbitre d'extrême gauche depuis quelques semaines sur ce sujet, faisant croire que la droite est née avec lui, tel Athéna sortant tout armé de la tête de Jupiter, mais il sort bien désarmé et de la tête de personne d'autre, sans doute, à part son ego. Alors, Monsieur Jordan Bardella est aujourd'hui à 33% dans les sondages, d'après LAB, d'après IFOP. Votre combat à vous, ça reste encore et toujours de convaincre les électeurs d'aller voter plutôt que de s'abstenir ? Absolument. C'est le combat de toutes les forces politiques, mais c'est en particulier le nôtre, car comme Marine Le Pen le disait et le dit encore, quand le peuple vote, le peuple gagne. Et la première arme du système que nous combattons, aussi bien ce système de la Commission européenne qui veut tuer la démocratie dans l'œuf, ou de la Macronie qui fonctionne sur le mensonge permanent pour désespérer les électeurs, c'est que le peuple, quand il ne vote pas, il subit les conséquences. Moi, on demande souvent, qu'est-ce que c'est que le peuple ? Eh bien, le peuple, c'est les Françaises et les Français qui subissent les conséquences directement dans leur vie quotidienne des décisions qui sont prises en haut. C'est une définition très simple, mais qui me paraît convenir. Et donc, si le peuple ne veut pas subir de mauvaises décisions, il doit s'emparer du pouvoir que nos aïeux lui ont donné, à savoir aller voter massivement pour le candidat Jordan Bardella, qui défend ses intérêts. Mais est-ce que vous craignez qu'il y ait un écart justement entre ces sondages qui annoncent Jordan Bardella au-dessus de 30% et la réalité du soir du 9 juin ? Mais nous, on ne fait aucune politique, aucune stratégie ou aucun discours sur la base des sondages. Nous avons beaucoup d'expérience politique. Marine Le Pen, vous êtes content de vos 33%. On est toujours content, je ne vais pas vous mentir, on est évidemment content d'être encouragé par les sondages, par des gens qui nous font confiance. Quand je vais sur un marché, quand on fait du porte-à-porte, j'étais encore dans la Somme ce week-end, on est content d'avoir le soutien des gens dans la rue ou au moment où on les rencontre. Mais ce n'est pas parce qu'ils me soutiennent sur ce moment qu'ils vont aller voter. Donc je leur dis, allez voter, transformer cette espérance, cet espoir que porte Jordan Bardella, et surtout ces solutions qu'on porte pour leur vie quotidienne, si on a la force. Si la liste fait moins de 30%, ce sera un échec ? Non, mais nous, on ne va pas s'enfermer dans le carcan qu'ont décidé quelques commentateurs. C'est les sondages qui mettent le Jordan Bardella au-dessus de 30%. Si on fait cette performance, tant mieux. Si nous sommes devant, tant mieux. Ce qui compte, c'est d'avoir le plus de force populaire pour nous battre. Et si vous êtes en dessous ? Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être devant Valérie Hayer. Et une fois de plus, c'est d'avoir une force nécessaire pour se battre. Pourquoi est-ce que ces élections sont importantes ? C'est évidemment pour envoyer des députés européens qui sont capables de porter nos idées, aussi d'empêcher les pires dingueries de l'Union européenne, puisque c'est le rôle qu'en tant que force de l'opposition on a eu. Essayer de faire, vous vouliez en parler tout à l'heure, le maximum d'alliances avec d'autres forces émergentes en Europe pour proposer d'autres projets, mais c'est aussi, et je le dis, une force populaire pour nous battre ici en France. La démocratie, il y a la lettre et il y a l'esprit des lois, il y a aussi l'esprit des élections. Si nous arrivons à faire avec Jordan Bardella un écart considérable contre M. Macron, voire le mettre troisième, eh bien nous aurons la force d'empêcher la purge fiscale, budgétaire, sociale que prépare le gouvernement aujourd'hui dans le dos des Français pour respecter les 3%. Les 3%. Oui, mais c'est la dette de M. Macron, c'est pas la dette des Français. Oui, 900 milliards de dettes, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Et aujourd'hui, je veux alerter les Français, comme l'a fait Marine Le Pen, sur la purge qui se prépare une fois que les élections seront passées. Le seul moyen d'empêcher la purge, c'est que nous, à l'Assemblée nationale, nous ayons aussi la force de cette liste européenne. Purge, c'est violent comme mot quand même. Jim Jarassé, vous aviez une question
sur les amis, les alliés du Rassemblement national au Parlement européen. Oui, au Parlement européen, votre groupe du Rassemblement national siégeait avec l'AfD au sein du groupe Identité et démocratie. L'AfD, le parti d'extrême droite allemand, aux multiples dérapages. Le dernier scandale en date, le week-end dernier, c'est la tête de liste de l'AfD qui a estimé qu'un SS n'était pas automatiquement un criminel. Donc Marine Le Pen a annoncé cette semaine son intention de couper les ponts avec ce parti. On a l'impression que l'AfD est devenue d'un coup, d'un seul, infréquentable. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit retard à l'allumage de la part du Rassemblement national sur cette question et sur justement la décision de créer la rupture avec ce parti? Sincèrement, non. Marine Le Pen a déjà demandé des explications lors de ses vœux à la presse et aux Français, puisqu'il y avait déjà des déclarations de l'AfD qui ne convenaient pas à notre ligne politique. L'AfD est libre de dire ce qu'elle veut dans son pays, même si on peut regretter certaines déclarations. Par contre, nous voulons travailler au sein du Parlement européen avec des gens qui partagent l'essentiel de notre projet pour l'Europe et aussi notre conception. Vous avez dit tout à l'heure que nous n'aimions pas l'Europe. Non, nous combattons la Commission européenne, l'Union européenne, les institutions et surtout les politiques, les dogmes qu'elle impose au peuple. Mais nous, on est des amoureux de l'Europe, cette belle Europe, cette Europe de la conception humaniste, cette Europe des Lumières, cette Europe des droits sociaux, de ce modèle unique dans le monde que nous avons réussi à porter. C'est cette conception commune que l'on partage avec nos alliés. À partir du moment, je veux répondre à cette question, à partir du moment où vous déresponsabilisez les SS qui ont incarné la barbarie absolue, l'idéologie qui a voulu détruire les racines européennes, le peuple européen et des peuples martyrs, eh bien évidemment, nous ne pouvons pas travailler avec Ça fait bien longtemps que l'AfD est sur cette ligne quand même. Hein. Vous avez mis longtemps à vous rendre compte de qui étaient vos vrais amis, non? Non, cette ligne n'était pas celle de l'AfD. Moi, je me souviens de la construction initiale de l'AfD. C'était des cercles économistes, des cercles patronaux qui contestaient les effets de l'eurozone sur le Mittelstand allemand et sur la prospérité allemande. Ce parti, sous les coups d'une minorité qui ne le contrôle pas, et c'est d'ailleurs ce que dit souvent Marine Le Pen et Jordan Bardella sur l'AfD, c'est qu'on a l'impression que la direction ne contrôle pas ces franges radicales, voire les exclut quand ils franchissent une ligne irréconciliable. Donc nous avons tiré, nous, les conséquences, et je suis très fier d'ailleurs de ce que nous avons fait une fois de plus. Une fois de plus, nul n'est parfait, vous savez, vous ne pouvez pas toujours contrôler qui vient dans vos réunions, qui veut venir avec vous. Ce qui est important, c'est la décision que vous prenez, politique, éthique, quand des problèmes se présentent à vous. Et Marine Le Pen, depuis qu'elle a pris le Rassemblement national, a toujours été très claire et a toujours pris des décisions très courageuses. C'est d'ailleurs ce D'accord, mais alors courage quelle qui m'a poussé solution à la désormais soutenir. pour peser à Bruxelles, notamment face au groupe ECR, les conservateurs, où siège Giorgia Meloni? Est-ce qu'il faut un super groupe unique? Est-ce qu'il faut réussir à convaincre Viktor Orban et les siens de venir siéger au sein de votre groupe? Comment vous allez faire? Eh bien, ce sont les élections du 9 juin qui vont être le maître du jeu. Vous savez, à toutes les élections, nos adversaires prétendent toujours avoir préparé des plans qu'ils vont présenter aux Français. Et à chaque fois, c'est un plan secret, parce que c'est vraiment un plan secret, pour le coup, c'est pas du complotisme, et qui apparaît devant leurs yeux. Je vous rappelle que Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne au lendemain des élections de 2019, n'avait jamais été présentée aux électeurs comme futur chef de la Commission européenne. Quel est votre plan à vous ça devait être pour peser, alors ? Ça devait être Max Weber. Et donc, le soir des élections, tout a changé. Et donc, le soir des élections, si les Français nous mettent largement en tête et envoient le premier contingent d'eurodéputés patriotes au Parlement européen, nous pourrons, je pense, coaliser un certain nombre de forces très puissantes en Europe autour de notre ligne et du compromis que nous pouvons porter. Évidemment, nous voulons le groupe le plus large Concrètement, possible. ça veut dire quoi? Réunir les deux groupes qui existent actuellement, le groupe ID et le groupe ECR? C'est pas forcément réunir les groupes en tant que tels, c'est réunir des forces qui pourraient travailler ensemble. On ne va pas s'enfermer, on ne s'est jamais mis dedans. Marine Le Pen, quand elle a eu à s'exprimer, et Jordan Bardella également sur ces sujets, on s'est jamais mis dans un carcan. La politique, c'est une dynamique. Quand vous respectez le peuple, ça dépend des élections. Et tous les partis, par-delà leurs différences, respectent infiniment le vote des électeurs. Mais en tout cas, nous serons une force idéologique pour contrer les projets sortants de cette commission von der Leyen, comme nous l'avons fait, parce que moi, je suis vraiment scandalisé quand je lis M. Macron ou d'autres qui disent que nous n'avons servi à rien pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, l'ensemble du débat idéologique en France et en Europe se fait sur les thèmes qu'a porté le Rassemblement national. Bien sûr, mais absolument, moi je crois au temps long, c'est intéressant la métaphore que vous utilisez, parce qu'effectivement, nous croyons à l'enracinement, nous croyons au temps long, et nous croyons que les combats politiques, quand ils sont sincères, se gagnent sur la durée par la persuasion de nos compatriotes, et pas par la contrainte, et le mensonge, qui sont la norme en Macronie. Comment vous l'évaluez? On l'évalue par ses fruits. Vous savez, nous,
nous sommes des terriens, on évalue toujours le résultat et les arbres par leurs fruits. Les fruits, pas terribles, de la Macronie, je les laisse à ceux qui veulent encore y goûter. Et les fruits du Rassemblement national, du combat de Marine Le Pen et Jordan Bardella, on les voit aujourd'hui. Le débat sur l'immigration, c'est sur les termes du Rassemblement national. On n'est plus dans cette société no border de la gauche ou même sans frontiérisme du macronisme qui pensait qu'on pouvait se balader dans le monde entier mais ça, c'est sans aucun problème. La marche de l'histoire. C'est la marche de l'histoire. Écoutez, la marche de l'histoire, c'est notre tambour qui lui dicte son pas, visiblement. C'est nous qui dictons la stratégie, la tactique. Et là où on veut aller, c'est plus M. Macron qui a essayé d'aller vers une impasse. Malheureusement, il a mis l'Europe et la France dans une impasse et nous voulons lui redonner le droit chemin et le bon chemin. Sur le libre-échange, j'ai entendu l'autre jour Madame Hayet, tête de liste de M. Macron, qui expliquait qu'il fallait le juste échange. C'est le terme qu'a mis Madame Le Pen dans le débat politique français. J'ai vu même qu'elle avait piqué le nom de notre plan d'industrie verte et de relocalisation, le plan Marie Curie. J'ai vu qu'elle l'avait volé pour l'attribuer à un autre plan que nous proposions aussi, à savoir la relocalisation de médicaments. Donc je vois que sur l'ensemble des thèmes, ils reprennent en parole, malheureusement, et loin des actes, ce que nous proposons. Donc on voit bien que le fait d'avoir gagné 2 fois les élections européennes nous a permis de renverser totalement la table idéologique. Moi, je me souviens, je me suis engagé sur 2005 sur la trahison du référendum des Français. À l'époque, les souverainistes avaient gagné dans les urnes, mais semblaient défaits idéologiquement. C'est l'inverse qu'il se fait aujourd'hui. C'est même mieux, puisqu'on gagne à la fois idéologiquement et dans les urnes. Alors, si les Français pour revenir sur vos alliances, que c'était assez flou finalement. Vous dites qu'il faudra qu'on arrive à trouver une solution pour travailler ensemble. Ça veut dire travailler potentiellement avec des députés Reconquête s'ils en ont. Ça me paraît compliqué, si vous voulez, de travailler avec 2 forces politiques nationales dans un même groupe. L'avenir le dira. Là, je parlais des partenaires européens qui, aujourd'hui, pour diverses raisons, peuvent être dans le groupe ECR, mais avec qui on peut travailler. Vous savez, même quand nous étions dans 2 groupes différents, nous avons travaillé ensemble pour bloquer un certain nombre de mauvaises décisions, même parfois avec le PPE, quand ils retrouvent le courage sur lequel ils sont assis depuis 50 ans. Ça peut arriver à tout le monde de prendre des bonnes décisions et de changer. Vous savez, moi, je crois à la rédemption. Donc même de mes pires adversaires et de ceux qui ont tant menti aux Français, je pense qu'on peut toujours voir la lumière et prendre des bonnes décisions pour l'intérêt général. Mais pour revenir à votre question sur les autres groupes alliés, c'est la dynamique qui fera les choses. Et c'est si nous sommes suffisamment puissants ensemble pour renverser la table à Bruxelles, ça va donner de bonnes idées à certains. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous sommes du côté de l'histoire, de l'intérêt des peuples, et on voit bien que M. Macron ne s'inquiète pas, et tant mieux d'ailleurs, de l'émergence de M. Mélenchon, qui est aux poubelles de l'histoire, dans lequel il faut dire il s'est mis tout seul, mais s'inquiète de l'émergence du Rassemblement national et de ses alliés. Alors vous parliez des paroles et des actes. Jim Jarassé, vous avez une question de programme. Oui, vous parliez aussi de l'influence idéologique que vous revendiquez sur les débats européens. Il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas totalement suivi, c'est la question de l'immigration, et notamment la proposition de double frontière, qui est celle de Jordan Bardella. Il propose une frontière à l'échelle de l'Union européenne et l'autre au niveau national pour mieux contrôler les flux migratoires. Et lors de son débat avec Gabriel Attal, il a fini par admettre qu'il ne pouvait s'agir que d'un renforcement, finalement, des contrôles temporaires qui sont faits actuellement, des contrôles aléatoires, qui sont faits actuellement aux frontières françaises. Finalement, c'est pas vraiment une double frontière. Mais bien sûr, mais si vous voulez, Jordan Bardella a fait face à la quintessence qui est la Macronie. C'est-à-dire, pour reprendre une formule qui m'est venue de Chateaubriand, le mensonge au bras de la compétence. Donc quand vous faites face à quelqu'un de mauvaise foi, qui assène des mensonges matin, midi et soir, vous faites ce que vous pouvez et vous devez tracer la ligne que vous avez toujours menée. Et d'ailleurs, les Français ne s'y sont pas trompés, puisque malgré tous les mensonges de M. Attal, ils ont donné une large victoire lors de ce débat à Jordan Bardella. Alors, c'est très simple. Nous voulons contrôler les frontières françaises. Ce n'est pas parce que nos adversaires mentent depuis l'instauration du traité de Schengen en 1995, comme si nous voulions rétablir les guérites des douaniers à chaque mètre des frontières françaises. C'est parce qu'ils ont installé ce mensonge que l'on va se défendre sur ce mensonge. C'est ce que laisse entendre le terme double frontière. Non, double frontière dans le monde entier, que vous alliez en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, que vous alliez dans d'autres pays qui contrôlent leurs frontières et qui sont des démocraties dans le monde, vous n'êtes pas cerné par une bardée de douaniers. Voilà, bon, il y a des frontières juridiques et une douane.
les contrôles sont renforcés, les contrôles sont permis, les contrôles peuvent être systématiques à certains moments. Vous pouvez déployer un certain nombre de technologies, par exemple des technologies qui permettent aux transfrontaliers, c'est-à-dire les Français qui iraient travailler au Luxembourg, de faciliter leur déplacement. Vous pouvez déployer des techniques que déploient par exemple les États du Golfe pour contrôler vos frontières depuis l'espace, ou avec d'autres méthodes. C'est pas pour ça que vous allez remettre des douaniers à chaque mètre. Mais justement, cela la n'a pas de frontière, sens. comment vous faites la différence entre un travailleur transfrontalier, par exemple, et un potentiel demandeur d'asile ou quelqu'un qui doit être controlé selon vos termes? Il y a des suspicions. C'est des suspicions. À partir du moment où vous utilisez une voiture personnelle qui est enregistrée avec une plaque, vous aurez une présomption que cette voiture appartient aux transfrontaliers. Ça n'empêche pas de faire des contrôles sur cette voiture, pas qu'il y ait d'abus évidemment, ou de gens qui volent cette voiture, mais il y a beaucoup de présomptions. Mais c'est la façon dont on se protège, une fois plus, dans le monde entier et d'une manière régulière. Aucun système pénal juridique ou de frontières ne repose, à part dans les dictatures, sur des contrôles absolus. Ça n'a pas de sens. Mais nous n'avons jamais proposé cela. Nous, ce que nous voulons, c'est que nous contrôlions nos frontières de manière démocratique et en coopération avec tous les moyens techniques et juridiques que nous avons. Ce n'est pas ce que faisons nos adversaires. Et donc, comme ils ne le font pas, ils font croire qu'ils le font et ils nous accusent, de mensonges que nous n'avons jamais proposés. Donc, parce qu'on nous oppose une caricature qu'on va répondre avec une autre caricature qui n'a jamais été le projet porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il n'y a pas eu un quiproquo sur cette question de la double frontière? Il n'y a aucun quiproquo. Les propos de Jordan Bardella, moi je les ai écoutés en direct, j'étais avec lui dans la loge, étaient très clairs. Mais une fois plus, face à la mauvaise foi de M. Attal, il faut bien dire un certain nombre d'éditorialistes qui font croire que le mensonge est la vérité, on se retrouve encore aujourd'hui à devoir se justifier sur des positions que Jordan n'avait jamais prises avant et sur une position qu'il aurait mal défendue alors qu'il l'a parfaitement défendu. Donc c'est à cause de Gabriel Attal que mais bien sûr que c'est à cause de Gabriel. Je pourrais vous multiplier les exemples. C'est une fois plus le mensonge adoubé à l'incompétence. Et pour cacher leur incompétence, ils sont obligés de mentir. J'ajoute qu'évidemment, nous renforcerons les douanes. C'est les amis de M. Bellamy qui ont supprimé 6000 postes de douane. Il faut les rétablir pour que ces contrôles aléatoires ou systématiques dans les périodes de tension soient possibles. Mais surtout, le système de double frontière, il repose sur quoi? Sur le fait que les personnes qui rentreraient sur notre territoire, qui n'ont pas à y être juridiquement. C'est ça, évidemment, le secret de la double frontière. Aujourd'hui, même si vous passez ces contrôles aléatoires et que vous n'avez rien à faire en France, vous avez le droit, par divers moyens, de rester sur ce territoire avec le Rassemblement national. Évidemment, les personnes clandestines ou qui sont inscrites dans d'autres pays européens mais qui ne sont pas inscrits dans notre pays seront sorties du territoire. C'est ça la grande différence de la double frontière. Elle n'est crédible que parce que le système juridique de l'immigration du Rassemblement national est totalement opposé au système juridique de la Macronie quant à la nationalité et au droit à la résidence de personnes clandestines ou qui n'ont rien à faire chez nous. Donc c'est ça la grande différence. Nous refusons que parce qu'une personne a passé la frontière, et a fortiori de manière clandestine, elle ait le moindre droit à rester en dehors, évidemment, d'assurer immédiatement sa sécurité et sa santé et de lui assurer le réconfort qu'on doit à chaque être humain. Mais une fois que ce réconfort est assuré, ces personnes doivent partir. Et c'est pour ça que la double frontière peut fonctionner. Aujourd'hui, si un douanier contrôle, ou même la police des frontières, contrôle quelqu'un qui n'a rien à faire sur notre territoire, de toute façon, il doit le laisser partir. Voilà, donc évidemment, à partir de ce moment-là, la frontière, qu'elle soit unique, double, triple ou décuple, ne peut pas fonctionner. Alors Emmanuel Macron arrive cet après-midi en Allemagne pour une visite d'État, alors qu'au niveau européen, le moins qu'on puisse dire, c'est que le couple franco-allemand a du plomb dans l'aile. Est-ce qu'on a vraiment besoin des Allemands pour faire fonctionner l'UE? Comment on fait avec un partenaire qui dit toujours Nein? Mais une fois de plus, vous savez, on le lit souvent dans le Figaro, le couple franco-allemand, cette d'illusion qu'on croit à Paris et qui n'existe pas en Allemagne. Il n'y a même pas de traduction, je crois, en allemand de cette conception franco-française, pour ne pas dire parisio-parisienne, qui croit que les Allemands sont pétris d'amour quand ils nous regardent, alors qu'ils sont pétris d'envie et n'ont qu'une seule obsession, nous voler les technologies qu'ils ne maîtrisent pas et continuer ce qu'ils ont fait par le passé, sans qu'on fasse respecter la France. Donc vous jouez la concurrence entre la France et l'Allemagne? Mais nous, on n'a jamais joué la concurrence, nous, on veut jouer le respect. Ce qu'avait fait le général de Gaulle, qui quand recevait Adenauer, le faisait avec la conception de l'histoire et des équilibres économiques. L'Allemagne a toujours joué son propre jeu en Europe. Et ils ont raison. Moi, je suis d'accord pour que le gouvernement allemand défende les intérêts des Allemands. Ce que je regrette, c'est que les gouvernements français, non seulement n'ont pas défendu les intérêts des Français, mais les ont systématiquement sacrifiés. D'accord. D'ailleurs, revenons sur M. Attal, qui a osé donner comme exemple, lors de ce débat, l'exemple du train.
en disant oui, la France a des marchés dans le train parce que nous avons un champion français. Je rappelle que le champion français du train, Alstom, avait voulu être soldé aux Allemands, Siemens, par M. Macron. Et c'est par une ironie absolument incroyable que c'est la Commission européenne, comme quoi même les pires peuvent faire le mieux par accident, avait bloqué cette spoliation des Français par les Allemands. Donc M. Attal est tellement un menteur et ou incompétent qu'il a pris un exemple qui montre que M. Macron voulait sacrifier les intérêts des Français au mépris de toutes les réalités économiques. Il a refait le coup avec la Société Générale. Il a dit dans les médias qu'il était prêt à sacrifier une banque française aux intérêts des Espagnols. Donc moi, je veux, et nous voulons à Rassemblement National, des dirigeants français qui défendent la France. Mais Jean-Philippe Tanguy, est-ce que dans le monde qui arrive, honnêtement, entre la Chine, la Russie et peut-être le retour de l'Amérique de Donald Trump, c'est-à-dire presque un G3 de dictateurs, est-ce que l'Europe, c'est pas notre seule chance de survie? Mais vous avez raison, l'Europe comme projet positif, évidemment. Mais ça fait, allez, c'est sympa, 30 ans au moins, depuis le traité de Maastricht, qu'on nous dit, face aux géants du monde, faisons une Europe puissance. Mais ces traités européens ont tellement été faits en dépit et au mépris du bon sens qu'ils ont offert les avantages des pays européens à la Chine en particulier. Qui est-ce qui a fait des transferts de technologie complètement naïfs envers la Chine? C'est les traités de l'Union européenne. Qui a fait rentrer la Chine dans l'OMC? C'est le système UMPS de l'époque, et c'est l'Union européenne en disant oui, la Chine respecte toutes les règles de loyauté de l'OMC, en particulier la propriété intellectuelle. On a vu le résultat. Les Chinois, pour reprendre d'ailleurs le retard qu'ils avaient sur les technologies, je ne leur en veux pas. Ils avaient un peuple qui pouvait mourir de faim. Donc moi, je ne reproche pas aux Chinois de nous avoir pillé nos technologies et d'avoir voulu, avec succès, il faut le dire, rattraper leur retard industriel et agricole. C'est aux dirigeants français et européens qui ont menti à ceux qui leur faisaient confiance. Parce que moi, je me souviens, en tout cas, Marie-France Garot est disparue, je tiens encore à lui rendre hommage. J'ai revu à cette triste occasion les discours de Marie-France Garot. Elle alertait là-dessus. Elle disait pas, en 92, je suis contre l'Europe puissante. Elle disait, moi je veux bien du traité de Maastricht, sans ce qu'il y a dans le traité de Maastricht, à savoir que des absurdités qui exposaient notre industrie. Et d'ailleurs, entre 1992, enfin les années 90 et 2010, on a perdu en France des millions d'emplois industriels, il faut bien le dire, surtout pour nos concurrents d'Europe de l'Est, mais aussi envers la Chine. Donc oui à l'Europe puissance, mais l'Europe puissance que nous proposons avec Jordan Bardella, c'est le contraire de l'Union européenne. Merci Jean-Philippe Tanguy. Allez, une pause et dans un instant, retour sur la Nouvelle-Calédonie et puis sur la réforme de l'assurance chômage. Suite du grand jury, présenté par Anaïs Bouton. Et oui, nous sommes avec Jean-Philippe Tanguy, numéro 2 du groupe Rassemblement National à l'Assemblée et député de la Somme, Pauline Buisson de M6 et Jim Jarassé du Figaro. Pauline, 17h, c'est le temps qu'a passé Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Oui, Jean-Philippe Tanguy, Emmanuel Macron qui a tenté d'apaiser la situation. On rappelle le bilan, 7 morts, 1 milliard d'euros de dégâts estimés. Qu'avez-vous pensé du déplacement du chef de l'État? Est-ce qu'il a réussi son pari? Non, mais écoutez, c'est pas un pari. Le problème, effectivement, de M. Macron, c'est qu'il conçoit visiblement beaucoup de dossiers comme un pari personnel, comme un enjeu personnel. Moi, je prétends que les 7 morts que nous déplorons et ce milliard de dégâts auraient pu être évités si M. Macron avait écouté les représentants divers et variés, et pas seulement une partie de Nouvelle-Calédonie, les acteurs politiques, y compris les forces indépendantistes, qui, même si elles ont été défaites dans les urnes, doivent être respectées, car je rappelle que la démocratie, c'est pas quand une majorité qui a gagné écrase la minorité, c'est quand une majorité sait vivre, faire un projet commun avec la minorité, que la minorité veuille faire aussi un projet commun avec sa majorité. Ça a l'air tout simple, énoncé sur votre plateau, mais ce n'est pas du tout l'esprit qu'anime M. Macron, qui est toujours dans l'opposition des uns et des autres, le clash à vil prix, et sans se soucier des conséquences. Donc moi, que l'ordre soit visiblement revenu, ou en tout cas puisse être retrouvé, je m'en félicite, car nous ne sommes pas dans la politique du pire. Mais oui, Marine Le Pen avait prévenu Gérald Darmanin que les consultations qu'elle avait menées l'inquiétaient et qu'il fallait revoir le calendrier. Oui, face au mur d'incompréhension de M. Darmanin, Marine Le Pen avait alerté l'entourage du président de la République sur ces mêmes risques, et ni l'un ni l'autre n'ont daigné en tenir compte et ont voulu passer en force, non pas sur le fond, puisque je rappelle, faut-il le rappeler, qu'évidemment, le Rassemblement national est pour la Nouvelle-Calédonie française, que nous avons toujours été
pour le dégel du corps électoral. Mais l'art de gouverner, c'est les mesures que vous portez, le fond, mais c'est aussi la forme, le respect que vous devez aux uns et des autres, le calendrier que vous devez choisir, en particulier sur un territoire ultramarin, à l'autre bout de la planète, qui a des conceptions et qui peut vivre aussi avec des conceptions culturelles qui sont différentes de celles de l'Hexagone. Il y a déjà eu 3 référendums. Absolument, ces référendums, ils ont été gagnés. Il faut prendre acte de cette victoire pour laquelle nous étions. Nous avons milité pour que la Nouvelle-Calédonie reste française et dans la République. Mais une fois plus, ces référendums fermaient un cycle, madame. Ils en ouvraient un autre. Et il fallait ouvrir ce cycle avec bienveillance, avec écoute, avec le respect que l'on doit à tous les Français, y compris les Français indépendantistes, parce qu'il faut respecter tout le monde. Ils n'ont pas voulu écouter, ils ont voulu passer en force. Quel était le sens, sur le temps long qu'est la France et sa relation avec la Nouvelle-Calédonie, de passer avant les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques sont une anecdote dans l'histoire de France. L'attachement que nous avons pour la Nouvelle-Calédonie est, elle, historique et fondamentale. Donc cette perception complètement faussée du temps macronien, où il voit des anecdotes, des petits coups, et qui mettent à la égalité dans la balance avec le destin national, est complètement indécent, avec des tristes conséquences. Jean-Philippe Tanguy, vous connaissiez ce calendrier, vous connaissiez les intentions de l'exécutif au moment du vote à l'Assemblée nationale sur le fameux dégel du corps électoral. Pour rappeler un peu à nos auditeurs, il s'agit d'accorder le droit de vote aux résidents qui sont sur l'archipel qui sont arrivés dans les 10 dernières années sur l'archipel. Vous connaissiez toutes ces conditions. Pourquoi, dans ces conditions, avoir voté pour cette réforme? Mais parce que nous sommes sur le fond pour le dégel. Une fois encore, Marine Le Pen, en tant que chef de l'opposition, a alerté les personnes compétentes. Gérald Darmanin, le président de la République. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont voulu imposer au Parlement ce choix. Je n'allais pas, et nous n'allions pas en tant que groupe. Vous auriez pu vous abstenir justement mais non, en précaution. Une abstention, moi je veux bien qu'on fasse face à la pire des mauvaises foi, mais si nous nous étions abstenus, les mêmes qui aujourd'hui critiques disions que nous aurions abandonné les Calédoniens. Donc tout ça est de mauvaise foi. Nous avons voté sur le fond le dégel, parce que nous sommes en faveur du dégel, et Marine Le Pen, comme chef de l'opposition, et en plus en toute discrétion. C'est-à-dire que contrairement à M. Macron, qui veut faire des coups et qui essaie, comme tous les sujets les plus dramatiques et importants de notre pays, d'en faire un enjeu électoral à court terme, Marine Le Pen l'a fait en toute discrétion, en alertant, en responsabilité. Vous faites pas des élections européennes un enjeu électoral à court terme Les élections européennes, oui, mais nous, on n'a pas voulu mettre la Nouvelle-Calédonie dans la balance électorale. Excusez-nous, nous, on n'a pas mis la guerre en Ukraine comme un enjeu électoral. On ne met pas les pires atrocités que subissent au quotidien les Français dans la balance électorale. C'est le gouvernement qui systématiquement veut utiliser les pires des actualités pour faire de la tambouille électorale. Une fois plus, si je reprends le général de Gaulle, il avait mis les enjeux régaliens, les enjeux militaires, les enjeux diplomatiques en dehors des élections pour faire en sorte que ce soit un sujet de consensus, puisque la France est forte sur les sujets régaliens quand elle est unie. Malheureusement, François Hollande et M. Macron, dans sa continuité, ont fait de tous les enjeux, y compris les plus importants pour le destin de la France, un enjeu électoral. Je trouve ça pitoyable. Je reviens une seconde sur le dégel électoral auquel vous êtes favorable. Comment on lui donne force de loi? Donc on comprend bien que le Congrès aujourd'hui s'est compromis. Emmanuel Macron propose un référendum pour les Calédoniens pour se prononcer sur cette question. Est-ce que vous y êtes favorable? Nous, on est favorable à un accord global qui permette la paix civile, la paix sociale, le développement de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République et du destin français, qui englobe ce sujet. Mais vouloir saucissonner les enjeux, comme l'a fait le gouvernement, c'est limiter ou empêcher un accord global. Donc ce que propose Marine Le Pen, en prenant acte de la victoire aux 3 référendums, et donc aussi en étant évidemment, oui, en position de force dans cette négociation, c'est un accord global. Comment voulez-vous isoler l'enjeu du dégel avec l'avenir des institutions? Mais vous êtes toujours favorable au dégel du corps électoral? Bien sûr qu'on y est favorable. Nous n'avons jamais varié. Ce que nous voulons, c'est que pour que ce dégel ait un sens, il faut un nouveau cycle institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie, il faut un nouveau cycle économique avec les enjeux miniers que vous connaissez, qui sont de très graves difficultés. Il faut une perspective. Et c'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen a donné comme espérance d'un nouveau référendum 40 ans. J'ai vu des gens qui critiquaient, mais déjà 40 ans, je rappelle que ça renvoie au début de l'autre processus. Et ça permet d'avoir une vision. Ça n'a pas de sens de vouloir affronter
un sujet aussi important que le maintien dans le destin national d'un territoire, à la petite semaine, il faut évidemment proposer une perspective. Et c'est ce que fait Marine Le Pen. D'ailleurs, je note que beaucoup d'acteurs indépendants ont vu que Marine Le Pen était la seule à proposer une solution sérieuse. Ce matin, Emmanuel Macron fait un parallèle entre les jeunes émeutiers calédoniens et les émeutes de juillet après la mort du jeune Naël en métropole. Vous feriez ce parallèle aussi ? Je pense que c'est une simplification. Il y a malheureusement des voyous qui sont les mêmes sur le territoire de l'Hexagone et sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie qui profitent de tout et n'importe quoi pour faire des violences et des pillages, mais on ne peut pas le limiter à cette seule considération. Il y avait aussi des forces indépendantistes qui d'ailleurs, elles aussi, avaient prévenu les institutions et les responsables français sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à contrôler aussi bien leur base qu'ils ne faisaient il y a 20, 30 ou 40 ans, car les responsables indépendantistes, même si ce sont des adversaires politiques, essayaient toujours quand même de trouver une solution politique. Et donc on avait du respect pour des personnes avec qui nous ne partageons rien d'autre politiquement que l'intérêt et le respect de la non-violence. Donc limiter, essayer toujours de faire des parallèles une fois plus pour s'en sortir et pour ne pas voir sa responsabilité, parce que si cette analyse était sincère, si le gouvernement avait tiré les conséquences des violences et des émeutes en Hexagone, et pour ce qui était en Nouvelle-Calédonie, je pourrais les entendre. Mais non, ils essaient de se sortir de la responsabilité pour faire croire que ces violences étaient inévitables. D'ailleurs, on n'entend plus trop parler de la fameuse ingérence azirie ou chinoise qui expliquait l'incompétence de M. Darmanin, qui, au lieu de se regarder dans un miroir, avait lancé cette rumeur. Il y a sans doute l'Azerbaïdjan qui essaie de mettre le bazar dans les affaires françaises, mais on n'entend plus trop parler de cette, disons, très grave ingérence. Donc si M. Darmanin, là encore, a menti, va-t-on enfin en tirer des conséquences ? Parce que ce n'est pas la première fois que M. Darmanin, pour se sortir de l'impasse dans laquelle il s'est mis, et surtout les violences auxquelles il condamne la France, ment aux Français. Je rappelle que le Stade de France, c'était d'ailleurs aussi en période électorale, M. Darmanin avait menti aux Français, et c'est un peu triste qu'il n'y ait jamais aucune conséquence quand le ministre de l'Intérieur, qui par ailleurs est responsable aussi de la bonne tenue des élections, ment de manière aussi grave aux Français. Mais on peut la demander, de toute façon, on demande sa démission permanente, comme on demande la dissolution de l'Assemblée, et donc lui il sera dans la cohorte, si je puis dire. Mais ce qui est grave, au-delà de ce que demande le Rassemblement national, c'est que tout le monde devrait se retrouver sur quelque chose d'aussi évident. Quand un ministre garant des élections ment aux citoyens en période électorale, comment peut-il rester en place ? Cette absence totale d'éthique et de sens des responsabilités, moi, m'indignera toujours. Pauline Buisson, sur les annonces du Premier ministre. Oui, on parlait des jeunes émeutiers en Nouvelle-Calédonie. Pour lutter contre la violence des mineurs, Gabriel Attal propose une forme de comparution immédiate dès l'âge de 16 ans, uniquement en cas de violence aggravée et de récidive. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, j'ai trouvé les déclarations de M. Attal très confus pour un Premier ministre. Alors, il lance cette proposition. Ça va, nous on n'est pas pour la politique du pire, donc ça va un peu dans le bon sens, ça va plutôt dans les propositions que Jordan Bardella lui avait présentées, mais moi je jugerai l'arbre aux fruits. Il renvoie une loi à la fin de l'année, pourquoi aussi loin, alors que les dispositions qui devraient être prises peuvent être très rapidement. Je note que quand il s'agit de supprimer plusieurs milliards d'aides aux chômeurs ou d'accompagnement, c'est pas une aide d'ailleurs, c'est des cotisations d'accompagnement des chômeurs, M. Attal est capable de faire quelque chose avant les élections. Et quand il s'agit de mettre de l'ordre dans le pays, il renvoie à la Saint-Glinglin. Mais justement, sur cette question de la justice des mineurs, vous êtes pour que les mineurs soient punis au même titre que les adultes ? Vous êtes sur la réforme de l'excuse de minorité ? On est pour une réforme profonde de l'excuse de minorité. On est pour une majorité pénale à 16 ans. Mais ce qu'avait dit Marine Le Pen à Éric Dupond-Moretti lors des débats sur sa précédente loi, c'est que ça n'interdit pas quand même un accompagnement des mineurs. Tout est toujours, il ne s'agit pas d'être dans la caricature. Nous sommes pour les positions fermes et définitives que vous avez données, mais ça n'empêche pas des mesures d'accompagnement. La différence, c'est que nous mettons les mesures d'accompagnement à côté de la fermeté et de la mise du pays en ordre. Eux, ils mettent toujours les mesures d'accompagnement au centre de leur politique. Et donc, ce ne sont plus des mesures d'accompagnement, ce sont des mesures laxistes. Les autres réformes cette semaine, Jim, c'est la réforme de l'assurance chômage. Oui, Gabriel Attal, on a dévoilé les contours ce matin dans la tribune. À partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé 8 mois au cours des 20 derniers mois contre 6 mois dans les 24 derniers mois précédemment. La durée d'indemnisation sera réduite de 18 à 15 mois. Comment percevez-vous, Jean-Philippe Tanguy, cette réforme annoncée de l'assurance chômage ? Mais écoutez, comme une énième injustice de ce gouvernement, j'ai lu que M. Attal prétendait que ces réformes précédentes avaient créé des emplois. Alors j'aimerais quand même expliquer d'abord à M. Attal qu'aucune réforme
d'un système d'assurance chômage ne va créer des emplois. C'est pas parce que les règles d'indemnisation changent, que des entrepreneurs réussissent, que des projets sont lancés, que des investissements sont décidés, puisqu'ils ne baissent pas les cotisations à due proportion. Donc à la limite, si cette politique permettait de baisser les cotisations, on pourrait imaginer dans des raisonnements à 3 bandes que ce que dit M. Attal a le début d'un sens. Là, ça n'a strictement aucun sens. Donc déjà, ça n'a pas de sens économique. M. Attal veut faire, une fois plus, de la tambouille électorale sur le dos des plus précaires, des plus faibles. Les mesures qu'il propose peuvent très bien avoir les effets en luttant contre la fraude. Si aujourd'hui vous avez effectivement des gens qui ont des contrats courts alors qu'ils devraient avoir des contrats longs, qui pourraient travailler alors qu'ils ne travaillent pas, qui ont la formation nécessaire et qui n'en tirent pas les conséquences pour aller chercher un emploi crédible, eh bien il faut les punir. Mais c'est possible de le faire dans le cadre actuel. Mais ils ne font rien. Ils ne font rien depuis 7 ans et ceux qui l'ont précédé ne le faisaient pas davantage. Donc au lieu de lutter contre ces fraudeurs, de punir ceux qui se comportent mal, on veut punir tout le monde, y compris ceux qui n'y sont pour rien. Donc moi je suis dans un territoire, la Somme, sinistré, où beaucoup de territoires n'ont pas retrouvé d'usine et n'en retrouveront pas tant que Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir, et ces personnes, même avec la meilleure volonté du monde, ne peuvent pas trouver d'emploi d'un claquement de doigts. Donc ce qui est très choquant, une fois plus, c'est que ce gouvernement continue à ne pas vouloir s'attaquer aux fraudeurs et veut punir tout le monde, et tout le monde paie la facture pour une minorité. Je veux être très clair là-dessus parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs, et je les comprends, j'en ai encore rencontré un samedi matin dans ma circonscription qui fabrique de l'alimentation pour les animaux, et il avait 5 ouvriers, alors qu'il pourrait en avoir 10 avec ses moyens de production. Il ne trouve pas de personnes. Et donc c'est bien que dans les conditions actuelles, les fraudeurs ne sont pas identifiés. Les fraudeurs ne sont pas identifiés. Et c'est pas parce qu'on va punir plus les gens qui vont venir travailler, puisque vous avez déjà beaucoup de gens en fin de droit sur mon territoire. Donc France Travail essaie de remplir sa fonction, mais s'il n'y a pas une lutte implacable contre la fraude, on n'y arrivera pas. Donc tout cela ne fera que mettre plus de gens dans la précarité, et au lieu de recevoir le chômage, ils toucheront le RSA. Vous le savez, derrière ce tour de vis, il y a la question des dépenses publiques, avec une dette qui dépasse les 3 000 milliards d'euros en France, on l'a dit. Vous êtes pour les baisses d'impôts massives, notamment pour les plus jeunes, pour la retraite à 60 ans, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Comment on trouve l'argent? Où est-ce qu'on trouve l'argent pour justement rééquilibrer nos comptes publics dans ces conditions? La première chose, c'est que notre État est gangréné par la bureaucratie. Je le vois tous les jours quand je me déplace, ce millefeuille territorial a des coûts surréalistes. Déjà, personne ne sait ce que les uns et les autres font. L'échelon régional a coûté très cher, contrairement à ce qu'avaient promis Emmanuel Macron et François Hollande. Ne comprend pas sa fonction actuelle. Les communautés de communes, donc, qui assemblent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de communautés de communes, ont beaucoup de coûts de fonctionnement. Plus c'est gros, plus ça coûte cher. Il faut les réformer. Et à chaque fois, ce sont autant de dépenses administratives, d'études. Vous savez, en ce moment, avec la loi ZAN, il y a beaucoup d'études sur les PLUI, les plans locaux d'urbanisme. Le moindre marché public, je le voyais encore ce week-end, il faut une étude pour l'église, il faut une étude pour limiter la vitesse sur la route. Il faut dégraisser le mammouth, c'est exactement le sens de ce que je voulais dire. Il faut alléger, il faut faire renvoyer du pouvoir sur le terrain. Je vais vous donner un exemple concret. Refaire des lampadaires dans une peut-être commune Vélène, dans le sud de ma circonscription. La communauté de communes, qui est très très loin, qui est à Oisemont, totalement à l'opposé du département, qui ne connaît pas le territoire, a fait un devis à plus de 200 000 euros. Le maire local, de la commune par définition locale, a refait le même devis, 18 000 euros. Et j'ai des dizaines d'exemples depuis que je suis élu, depuis 2 ans. Donc, simplifier, renvoyer la responsabilité des marchés publics et de la fiscalité qui va avec, évidemment, vers les maires qui sont face aux électeurs, qui sont face à leur territoire, ça fera beaucoup d'économies. Et c'est toute la simplification administrative. Jordan Bardella, il a raison, à parler des normes qui aussi pénalisent nos entreprises ou les entreprises parapubliques, et tout l'argent qui sont gâchés dans des mises aux normes qui ne servent à rien ne sont pas investis dans la formation des employés ou dans des machines qui pourraient améliorer la productivité, puisque la crise de la productivité, c'est-à-dire la richesse que l'on crée à partir du capital humain et matériel, décroît depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et si on ne restaure pas la productivité, on ne pourra pas augmenter les salaires. Donc tout se tient dans le programme du Rassemblement national. La simplification administrative peut amener à une amélioration de la productivité. C'est un chantier qui a été lancé par le gouvernement, la simplification administrative. Mais non, mais c'est comme toujours avec M. Macron, c'est qu'il complexifie en simplifiant. Je vais vous donner un exemple. On a aussi critiqué le Rassemblement national parce qu'on voulait supprimer l'entièreté des effets de seuil. On a dit, mais le Rassemblement national ne comprend rien. M. Macron a déjà supprimé les effets de seuil pour les petites entreprises. Eh bien, pas du tout, en fait. En voulant simplifier, il a créé, je crois de mémoire, 34 exceptions.
Donc on simplifie et on crée 34 exceptions. Nous, on ne veut plus d'exceptions. On veut des simplifications qui fassent le ménage. Voilà. Et d'ailleurs, toute notre réforme fiscale, qui est parfois critiquée, a aussi cette logique. On ne veut plus qu'il y ait des niches partout. Quand on baisse la TVA pour tout le monde, pourquoi est-ce qu'on la baisse pour tout le monde? C'est qu'on veut que le signal économique et fiscal soit compris par l'ensemble des contribuables et des acteurs économiques, qu'ils appartiennent aux classes populaires ou qu'ils appartiennent aux classes moyennes, puisque les classes moyennes se sentent, et à raison, toujours exemptées, ne pas concernées par ces baisses d'impôts. Donc en faisant des mesures simples, tout le monde les entend et tout le monde, prend les conséquences économiques de ces mesures. Et on peut, après, se rattraper, pour les plus privilégiés, sur d'autres mesures. Mais il faut de la simplification, de la clarté. Les gens, ils ont des vies compliquées. Ils doivent s'occuper de leur famille, ils doivent s'occuper de leur foyer, ils doivent s'occuper de leur vie professionnelle. Ils n'ont pas le temps, en plus, d'aller regarder les détails de la mesure dans les journaux. 3 000 milliards, ça va être compliqué. D'accord, mais c'est pas le bilan du Rassemblement national, ça. Parce que moi, j'ai l'impression parfois que Marine Le Pen serait responsable de la dette. Quand j'écoute Monsieur Attal, c'est surréaliste. Oui, ça c'est sûr qu'on va hériter des 3 000 milliards d'euros de tous les pseudo-compétents, sachants, Mozart de la finance et autres prétentieux qui se sont succédés à la tête de l'État, qui nous lèguent évidemment plus de 3 000 milliards de dettes, mais surtout l'étouffement du budget de la France avec la charge de la dette qui sera le premier budget de l'État à la fin du mandat de M. Macron. Alors justement, à ce propos, Jim Jarassé. Oui, votre groupe a annoncé le dépôt d'une motion de censure avant les européennes pour protester justement contre le dérapage budgétaire et l'absence de loi de finances rectificative. Pouvez-vous nous confirmer aujourd'hui qu'elle sera déposée avant le 9 juin? Absolument, elle sera déposée cette semaine. Marine Le Pen va arbitrer la décision lundi pour voir quand il sera plus efficace de la discuter. Est-ce que c'est à la fin de cette semaine? Est-ce que c'est au début de la semaine prochaine aussi, selon l'actualité parlementaire, parce que nous on fait avec les réalités, mais nous allons déposer cette motion de censure. Alors non pas tant pour espérer quelque chose de ce gouvernement qui de toute façon est déjà dans la banqueroute, mais pour mettre la pression sur les républicains. C'est eux, et je tiens à le dire, ce sont les députés républicains qui sauvent la peau de ce gouvernement depuis 2 ans, en particulier sur les budgets. Donc aujourd'hui, quand j'entends les républicains qui se plaignent de l'état du déficit, de la dette, du montant des impôts, des dépenses ridicules de ce gouvernement, alors qu'ils ont validé par leur abstention ce même budget, ces mêmes impôts, ce même déficit, cette même dette en étant lâches, c'est leur responsabilité. Donc moi je dis aux parlementaires républicains, maintenant ça suffit, vous ne pouvez pas à la fois vous plaindre des conséquences des politiques que vous soutenez, donc soit vous êtes pour ce gouvernement, pour ce budget, soit vous êtes contre, mais vous ne pouvez pas en permanence vous cacher derrière le Parlement et l'invisibilité, la disparition des députés, les Républicains, dès qu'il y a un vote un peu chaud, si vous me permettez cette expression. Alors en cas de dissolution, le RN pourrait être majoritaire à l'Assemblée et mener un gouvernement de cohabitation. C'est vraiment ce que vous voulez? Oui. C'est pas la meilleure façon de vous affaiblir pour 2027? Pas du tout. Nous, on croit en ce qu'on dit, on croit en ce qu'on veut faire. Et donc, plus tôt on arrivera à la tête de l'État, plus tôt nous pourrons appliquer notre programme, mais moins pires seront les conséquences des politiques actuelles et meilleures seront les conséquences de celles que nous venons mener. Un exemple très simple, si nous arrivons au pouvoir après les élections et qu'on met fin à cette dérive financière, ce seront plusieurs dizaines de milliards d'euros qui seront économisés en dette. Donc ça a des conséquences très concrètes pour les gens. Par exemple, on parlait de la loi sur la justice des mineurs. Eh bien, au lieu d'attendre la Saint-Glinglin, on le fera immédiatement. Et vous serez ministre? Moi, je serai là où on veut me mettre. C'est déjà pas mal. Buisson. Oui, à partir de demain, l'Assemblée nationale va débattre de la fin de vie. Marine Le Pen laisse la liberté de vote. Que vont voter la plupart des parlementaires du RN? Et surtout, quelle est votre position personnelle sur cette question? Moi, je ne peux pas parler au nom des autres députés. Moi, déjà, je salue, une fois plus, Marine Le Pen montre qu'elle est démocrate et que sur les sujets face auxquels s'était engagée avec les Français, à savoir que c'était aux Français de s'exprimer par référendum sur les questions de société, elle ait la même liberté avec ses députés. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. C'est pas la seule, il y a d'autres groupes parlementaires. Oui, on va voir. Vous savez, moi, je juge toujours une promesse à ses résultats. Aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire ce que je vais voter moi, tellement la loi a changé. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est même M. Attal ce matin dans son entretien, c'est Mme Firmin Lebaudot qui avait porté le premier jet de cette loi, tellement en commission spéciale, les députés ont changé cette loi et l'ont fait dériver, je pense, très loin de ce que voudraient les Français. Donc moi, ma vision, elle est simple, c'est déjà la vision du groupe Rassemblement national, c'est que tout malade doit avoir accès à des soins palliatifs de qualité pour la fin de vie. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de départements qui n'ont même pas un seul service de soins palliatifs et d'autres dizaines de départements où ces soins palliatifs ne sont pas au niveau des attentes des Français. Personne ne doit
avoir une fin de vie dans la douleur et personne ne doit avoir envie de quitter sa famille parce qu'il souffre trop alors qu'on pourrait l'accompagner autrement. C'est déjà le premier critère. Si les soins palliatifs ne sont pas assurés sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des Françaises et des Français malades, ça veut dire que le choix de la fin de vie ne peut pas se poser dans des conditions de dignité puisque vous devez arbitrer entre la fin de votre vie et la souffrance. Ça, c'est inacceptable. Après, moi, à titre totalement personnel, j'ai toujours dit que j'étais favorable plutôt à la première version de cette loi, s'il remet les garde-fous nécessaires, mais je m'exprime une fois plus à mon niveau personnel, et surtout, je serai très vigilant sur la qualité des soins palliatifs que l'on doit apporter. Mais est-ce que vous comprenez que certains médecins soient réticents à l'idée de ce projet de loi ? Il est pour moi indispensable qu'il y ait une liberté de conscience pour les soignants. Les soignants s'engagent pour s'occuper des autres, pour les soigner, pour les accompagner jusqu'au bout, pour limiter leur souffrance, la leur et celle de leur famille, de leurs proches. Ils ne se sont pas engagés pour ça. Donc évidemment, si on change les conditions de la loi, il faut laisser une liberté de conscience aux soignants. On n'a pas à être confronté, obligé à 2027. Une petite question très courte. On parle de 2027. Est-ce que vous êtes plutôt pour la candidature de Jordan Bardella ou celle de Marine Le Pen ? Non, mais la question ne se pose pas. Moi, j'ai un certain goût pour la politique fiction et dans certaines limites de la crédibilité. Donc Marine Le Pen est la chef naturelle de notre camp politique et Jordan Bardella aspire à être son Premier ministre. Nous avons la chance d'avoir ce duo qui est assez unique dans la Ve République. C'est aussi une œuvre de transparence pour les Français qui savent à qui ils auront affaire et qui peuvent les juger sur pièce. Et moi, je suis très fier de cela parce que le fait aussi de se débarrasser de cette petite guerre d'influence mesquine qui empoisonne la vie politique depuis trop longtemps permet de se concentrer sur le fond et le projet qu'on porte pour les Français. J'en suis très heureux et je pense que c'est pour ça aussi que Jordan Bardella est donné autant en avance. Si les Français vont voter, les Vous sondages l'aimez, Jordan Bardella ? Bien sûr que je l'aime. Je l'aimais avant puisqu'on s'est connus quand nous étions un peu plus jeunes. Surtout, je le respecte. C'est un jeune qui s'est engagé très tôt dans la vie politique sur ses convictions, qui a beaucoup sacrifié, parce que sacrifier quand même la liberté de sa jeunesse pour s'engager pleinement pour son pays, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, j'étais très fier de son débat, parce qu'affronter le système, moi je connais bien le système, j'en suis peut-être un de ces rebelles, et affronter la mauvaise foi, les mensonges, tous les coups sous permis pour les systèmes et leur soutien. Et Jordan est resté digne, au niveau justement, d'aspirer à diriger le pays. Allez, le rebelle Jean-Philippe Tanguy était l'invité du grand jury. Passez tous une excellente semaine sur RTL.